Bonjour à tous. Alors ça y est, nous y sommes, il s'agit très probablement de la dernière vidéo de l'année. Et pour cette dernière vidéo, comme je vous le disais la dernière fois, on peut choisir de contracter certains muscles de son corps. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui quels éléments contrôlent le mouvement volontaire. Premier élément à connaître, c'est le centre nerveux qui est impliqué dans le mouvement volontaire. Il s'agit du cerveau. Mais plus précisément, dans le cerveau, la région impliquée dans le mouvement volontaire est une région précise du cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est la mince couche de substance grise qui recouvre l'ensemble du cerveau. Et la région du cortex cérébral impliquée dans le mouvement volontaire est située sur la partie postérieure du lobe frontal et est appelée cortex moteur. C'est dans les années 1930 qu'un neurologue dénommé Penfield découvre ce cortex moteur. Il découvre de plus que lorsque l'on stimule électriquement une région précise de ce cortex moteur, un mouvement dans une région précise du corps va être observé. Penfield va alors cartographier le cortex moteur. Et comme vous pouvez le constater, les muscles de chaque partie du corps sont contrôlés par un ensemble de neurones d'une région précise du cortex moteur. Regardez cette illustration. Il s'agit de ce que l'on appelle l'homonculus moteur. Dans cette représentation, chaque partie du corps est proportionnelle à la place qu'elle occupe dans le cortex moteur, et non à la place qu'elle occupe sur le corps. On remarque de suite que les régions motrices impliquées dans le mouvement de la main et de la bouche sont très importantes. Ce n'est pas un hasard, puisque avec les mains, nous allons réaliser des mouvements très fins, ce qui implique une motricité très précise, de même avec la bouche, qui nécessite des mouvements complexes, notamment pour réaliser la parole. L'activité que vous avez pu réaliser grâce aux techniques de l'imagerie médicale récente vous ont permis de mettre en évidence que lorsqu'un individu va réaliser un mouvement avec la partie gauche de son corps, c'est la partie droite du cortex moteur qui est activée. Et lorsque l'individu réalise un mouvement avec la partie droite de son corps, c'est la partie gauche de son cortex moteur qui est activée. Ainsi, la partie gauche du cortex moteur contrôle la motricité de la partie droite du corps et inversement. Néanmoins, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais si l'on compare les IRM fonctionnels de deux individus témoins ayant réalisé la même action, on va observer une petite nuance. En effet, la zone du cortex moteur activée n'est pas exactement la même. Vous pouvez donc retenir que si l'organisation du cortex moteur présente une disposition globale semblable quels que soient les individus, on va noter des légères variations interindividuelles dans l'organisation de ce cortex moteur. Maintenant que vous connaissez l'aire cérébrale impliquée dans le mouvement volontaire, étudions le trajet qui permet au message nerveux élaboré au niveau du cortex moteur de parvenir jusqu'au muscle. Le message nerveux moteur est élaboré par les neurones pyramidaux qui sont situés dans le cortex moteur. Les neurones pyramidaux possèdent de très longs axones qu'ils projettent dans le bulbe rachidien. C'est au niveau de cette structure que 9/10 des axones se croisent, ce qui explique pourquoi la motricité de la partie gauche du corps est sous contrôle de l'hémisphère droit du cerveau et vice-versa. Les axones, toujours très très longs, se poursuivent ensuite dans la moelle épinière et c'est dans cette structure que le 10e restant des axones vont se croiser. Dans la moelle épinière, les extrémités axoniques de ces neurones pyramidaux vont établir des synapses avec les dendrites des motoneurones, que nous avons déjà étudiés. Et ce sont donc ces motoneurones qui sont en contact avec les fibres musculaires qui vont, via leur axone, acheminer le message nerveux. Les motoneurones, qui sont donc les mêmes que ceux que nous avons vus pour le réflexe myotatique, jouent un rôle intégrateur très important. Au niveau de ces dendrites, un motoneurone reçoit effectivement différentes informations nerveuses, puisqu'il est en contact avec différents neurones. Par exemple, il est en contact avec les terminaisons axoniques d'un neurone pyramidal, mais également avec les terminaisons axoniques d'un neurone sensitif. Un motoneurone peut recevoir des messages excitateurs, qui vont entraîner sa dépolarisation, mais peut également recevoir des messages inhibiteurs qui vont alors entraîner son hyperpolarisation. Le motoneurone intègre alors l'ensemble de ces informations. On distingue la sommation spatiale et la sommation temporelle. Regardez ici. La stimulation du motoneurone par une fibre afférente n'est pas suffisante pour déclencher la genèse de potentiel d'action par ce motoneurone. Mais regardez bien ici, lorsque la fréquence d'arrivée des potentiels d'action dans la fibre afférente augmente,
Le potentiel de membrane du motoneurone devient supérieur au seuil d'excitabilité. Des trains de potentiel d'action sont donc générés par le motoneurone et se propagent le long de son axone. C'est ce que l'on appelle la sommation temporelle. Regardez à nouveau par ici. Lorsque le motoneurone reçoit une stimulation isolée de faible intensité, le seuil d'excitabilité du motoneurone n'est pas dépassé, donc aucun potentiel d'action ne se propage le long de son axone. Par contre, si ce motoneurone à présent reçoit en même temps de la part de 3 fibres afférentes différentes la même stimulation de faible intensité, cette fois-ci le seuil d'excitabilité est dépassé et des potentiels d'action sont générés par le motoneurone et se propagent le long de son axone. C'est ce que l'on appelle la sommation spatiale. Le motoneurone fait également la somme des messages excitateurs et inhibiteurs reçus. Et vous l'avez compris à présent, si le seuil d'excitabilité est dépassé, le motoneurone va générer un message nerveux moteur unique qui va partir de son corps cellulaire, puis se propager le long de son axone sous forme de train de potentiel d'action dont la fréquence sera proportionnelle à son excitation. Cela fera alors varier le degré de contraction du muscle. Et vous l'avez compris, si le seuil d'excitabilité n'est pas dépassé, aucun potentiel d'action n'est alors généré. Pour rappel, chaque fibre musculaire n'est innervée que par un seul motoneurone. Par contre, un motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Moins un neurone va contrôler de fibres musculaires, plus le mouvement associé sera fin et précis. C'est notamment le cas des fibres musculaires de la main, mais également le cas des fibres musculaires des yeux. Maintenant que vous savez tout sur le mouvement volontaire, il vous reste une dernière mission pour terminer l'année. Elle concerne Arthur et sa capacité à parler. La science compte sur vous, les vacances n'ont jamais été aussi proches, l'école s'en mûre mais plus pour longtemps, alors bon courage à tous et bon déconfinement.